Bonjour à tous, bienvenue à ce Fireside Chat organisé par Paris Infrastructure Advisory. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir Didier Holleaux, une personnalité éminente de l'industrie gazière en France. Bonjour Didier. Bonjour la Miss, bonjour à tous. Donc Didier, tu es diplômé de l'École Polytechnique, de l'École des Mines de Paris. Tu as fait une première partie de carrière dans l'administration d'État. En 93, tu as rejoint Gaz de France, qui est devenu Engie ensuite. Dans l'administration d'État, tu as terminé en tant que directeur de cabinet du ministre de l'Énergie. Et chez Engie, tu as couvert toute la chaîne de valeur du gaz. Donc, tu as fait de l'exploration-production, du GNL, du transport et de la distribution. Actuellement, tu es directeur général adjoint d'Engie depuis 2015 et tu viens de clôturer un mandat de président de l'association professionnelle Eurogaz. Nous allons discuter de te livre, ou de ton livre. Précisément, on va démarrer la discussion du livre, mais l'objectif principal, c'est de tirer des conclusions pour la transition énergétique, euh, pour, euh, pour en gros partir de l'histoire vers le futur. D'abord, ce que je te propose de faire, c'est une série d'échanges entre nous, puis de prendre des questions de la salle. Et on a une centaine de personnes qui nous suivent en ligne. Alors, pour les personnes qui nous suivent en ligne, normalement, à droite de l'écran, il y a une fenêtre de chat où vous pourrez poser vos questions. Et Paul va les poser à Didier après, donc il sera votre porte-parole. Euh, voilà. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter le concept des 4 révolutions du gaz? Oui, alors les quatre révolutions du gaz, c'est la succession historique des différents types de gaz combustibles qui ont été utilisés dans l'économie européenne et mondiale. Et en fait, bon, ça commence à la fin du XVIIIe siècle quand un certain nombre d'inventeurs découvrent que si vous mettez du bois dans l'eau et que vous chauffez le tout, ça vous donne un gaz combustible qui peut donc s'enflammer et qui peut servir à chauffer des choses, etc. Et il va se développer autour de ce concept un certain nombre d'installations artisanales à droite à gauche où on utilise la production de gaz à partir de bois et d'eau pour faire chauffer différentes installations pour des toutes petites activités industrielles, etc. Et puis la première révolution technologique, c'est que un certain nombre de gens vont découvrir, et notamment Murdoch au Royaume-Uni, que en fait il est beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace et plus rapide de produire du gaz à partir de charbon. Alors soit des charbons à coke qu'on va chauffer fortement, qui vont dégager donc des composés organiques volatiles divers, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène, etc., qui va donner un gaz combustible, soit toute une série de techniques pour augmenter la production de gaz combustible. Par exemple, une fois que vous avez chauffé le coke pour dégager tous les composés qui sont absorbés dans la matrice de carbone, si vous versez de l'eau sur ce coke incandescent, vous allez provoquer une réaction, ce qu'on appelle la production de gaz à l'eau. Vous allez provoquer une réaction qui produit essentiellement du monoxyde de carbone, lequel est également combustible. Et donc vous produisez plus de gaz avec la même ressource initiale de charbon. Et donc ça va être la grande période du gaz manufacturé, essentiellement produit à partir de charbon. Sur la fin, quand même, les modes de production à partir de charbon étant considérés comme très polluants, difficiles à maîtriser, donnant du gaz de qualité inégale. Il va aussi se développer plus marginalement des techniques à partir de craquage des essences, etc., qui permettent de donner un gaz un peu moins toxique et un peu plus stable en qualité. Mais c'est la grande époque du gaz manufacturé. Et puis, à partir essentiellement des années 50-60 du siècle dernier, même si dans certaines régions ça avait commencé avant, le gaz naturel va remplacer le gaz manufacturé. Donc c'est la deuxième révolution technologique du gaz, où on remplace dans toutes les distributions de gaz le gaz naturel par le gaz manufacturé. Donc en France, ça se produira entre le développement du gaz de lac en 1960, enfin à partir de 57, mais
plus massivement à partir de 60, et ça se termine en 1972 où on ferme la dernière usine à gaz française. Ça, c'est la deuxième révolution. Et donc aujourd'hui, ce qu'on appelle gaz et qui est distribué comme gaz combustible un peu partout est essentiellement du gaz naturel composé à 97% de méthane. La troisième révolution qui se profile, c'est de remplacer une grande partie de ce gaz naturel qui vient donc de gisements de gaz par du biométhane ou d'autres gaz produits pas à partir de la biomasse. Et ça, c'est la troisième révolution. Elle est déjà en cours, elle a commencé, mais pour l'instant, le biométhane dans un pays comme la France représente quelques pourcents de la consommation de gaz. Mais il faut savoir qu'au Danemark, par exemple, c'est déjà 40%. 40% du gaz distribué au Danemark est du biométhane. Et en même temps, mais avec un petit peu de retard, on voit venir la quatrième révolution qui va consister à substituer une partie du gaz naturel par de l'hydrogène. De l'hydrogène produit selon des procédés qui émettent peu ou pas de carbone, donc qui sera selon les cas considéré comme renouvelable ou bas carbone. Et ça, c'est la quatrième révolution. Et la particularité par rapport aux précédentes révolutions qui ont été successives, c'est que là, les deux révolutions vont être en partie parallèles et simultanées. Donc, justement, pour revenir à cette troisième révolution qui est le biogaz, on s'engage vers un monde neutre en carbone, une nécessité. On comprend que si on a besoin de méthane, alors il doit absolument être renouvelable. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de méthane dans un monde décarboné? Alors, en fait, on n'a pas nécessairement besoin de méthane, mais on a besoin de stocker de l'énergie sur des périodes longues, c'est-à-dire typiquement d'une saison à l'autre. Et stocker de l'énergie d'une saison à l'autre, en gros, la seule façon de le faire de manière économique et massive, c'est de le stocker sous forme d'une molécule qui peut restituer, donc sous forme d'énergie chimique de liaison dans une molécule, qui peut être restituée notamment par la combustion de cette molécule. Et donc, toutes les études menées sur le coût global d'un système énergétique montrent que les systèmes énergétiques qui ont recours à une molécule pour tous les usages où on a besoin de stocker, notamment de l'été vers l'hiver, des quantités importantes d'énergie, sont moins chers s'ils recourent à une molécule. Et les deux molécules les plus immédiatement disponibles pour cet usage, c'est le méthane d'une part et c'est l'hydrogène de l'autre. D'où l'idée que selon les usages, parce que le méthane et l'hydrogène n'ont ni le même coût ni la même valeur, selon les usages, certains usages seront satisfaits par du méthane renouvelable, donc a priori du biométhane, mais ça peut aussi être du méthane de pyrogasification de déchets ou des choses comme ça, ou par de l'hydrogène, qui peut être de l'hydrogène vert produit par électrolyse, de l'hydrogène bleu produit par réformage à la vapeur du méthane plus capture du CO2. Donc on a besoin de molécules parce que ça rend le système énergétique global moins cher, plus résilient, parce que comme vous êtes capable de stocker beaucoup d'énergie, vous pouvez la restituer assez vite, et donc vous résistez mieux aux périodes où vos énergies électriques renouvelables ne fournissent pas. Donc c'est un système moins cher, plus résilient, et une des raisons pour lesquelles il est moins cher, c'est parce qu'il réutilise les infrastructures existantes. Alors, dans le livre, tu expliques quand même que l'hydrogène énergie n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait une centaine d'années que ça existe. Il y a eu plusieurs faux départs. Qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci, ça va être la bonne? Alors, d'abord, l'hydrogène énergie, ça existait massivement parce que une partie importante du gaz manufacturé, jusqu'à 50% dans certaines exploitations, était de l'hydrogène. Donc, il faut savoir que ça a existé. Maintenant, des gens qui pensent à stocker de l'énergie sous forme d'hydrogène, effectivement, il y en a eu pas mal. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça va arriver? C'est qu'il y a 3 secteurs industriels au moins qu'on ne sait pas rendre neutres en carbone sans une solution d'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Ces secteurs, c'est les engrais et les explosifs, tous ceux qui requièrent de l'ammoniac,
Aujourd'hui, l'ammoniac produit en gros euh, énormément de CO2, puisque pour faire de l'ammoniac, il faut de l'hydrogène, et par les procédés actuels, on produit au moins 11 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Donc ça, c'est le premier usage où on aura besoin d'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Le deuxième, c'est de l'acier. Il n'y a pas de solution raisonnable pour produire de l'acier en masse qui ne passe pas par la substitution de la réduction directe à l'hydrogène au procédé traditionnel des hauts fourneaux au coke. Donc, on aura besoin d'hydrogène pour faire de l'acier qui n'émette pas de la production d'acier qui n'émette pas de CO2. Et le troisième usage, c'est certaines formes de transport, et notamment de transport lourd, où le coût d'immobilisation des engins de transport ne permet pas de recourir à des solutions électriques. Et ça, c'est les poids lourds à usage très intensif. Les poids lourds qui vont de Pologne au Portugal avec 2 chauffeurs et sans jamais s'arrêter. Si vous voulez un poids lourd électrique, vous êtes obligé d'avoir 2 poids lourds là où vous n'en aviez qu'un. Donc ça ne fonctionne pas. Vous avez des trains, vous avez un certain nombre de cas d'usage comme ça. Et enfin, dernier point, pour faire des fuels pour l'aviation, il est probable qu'on devra passer par des solutions hydrogène en les recombinant avec du CO2 pour donner une solution décarbonée. Alors, chez PIA, comme tu le sais, on appuie nos clients dans l'analyse d'investissement, surtout des clients publics et surtout sur des grosses infrastructures énergétiques. Et quand j'ai lu le livre, j'ai vu qu'il y avait ces 40 km qui manquent. En fait, au moment où il fallait prendre la décision, donc il y a des réseaux gaziers qui font des milliers de kilomètres, et puis à un moment, 40 km sont nécessaires à assurer un bon maillage du réseau, et la décision qui s'impose, grâce à des analyses économiques comme celles que nous on vend à nos clients, est de ne pas faire ces 40 km. Comment on peut aujourd'hui mieux anticiper en fait ces décisions? Comment, si on était à nouveau face au même choix, comment on doit repositionner nos critères de dimensionnement d'ouvrage pour éviter justement le petit investissement qui manque et qui nous coûtera cher plus tard? Alors, ça c'est compliqué parce que l'investissement auquel tu fais allusion, donc c'est lors de la construction des premiers grands gazoducs qui amenaient du gaz de Russie vers l'Europe de l'Ouest. Et effectivement, à un moment, il y a 2 gazoducs, l'un qui alimente plutôt l'Autriche et le sud de l'Allemagne, l'autre qui traverse l'Allemagne pour aller vers la France. Et on aurait pu les boucler en construisant 40 km de pipe de plus, et ça a été décidé de ne pas être fait, ce qui ensuite a créé des contraintes. Bon, d'abord, voir qu'à ce moment-là, les gens prennent une décision. On est en train de créer un nouveau flux de gaz vers l'Europe. L'idée que ce flux de gaz pourrait s'interrompre, que les consommations pourraient changer tellement que finalement on souhaiterait avoir plus de gaz au nord ou plus de gaz au sud par rapport à ce qu'on a calculé, devait leur paraître assez étrange. Ils se sont dit, rien économiquement n'arrive à justifier ces 40 km supplémentaires. Mais c'est vrai que comme l'ensemble du projet Mégale représentait de mémoire 1100 km, on peut se dire que 40 km de plus ou de moins, c'était peut-être un prix à payer pour se donner du confort d'exploitation. Alors, comment aujourd'hui on pourrait éviter ça? En valorisant le risque, en se donnant des scénarios, en se disant, si demain Poutine décide à nouveau de fermer le robinet, qu'est-ce qu'on fait? Si demain ce sont les Américains, c'est Trump qui décide de plus exporter de GNL américain, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que ma décision d'investissement est robuste par rapport à des scénarios géopolitiques plus variés? Mais en 1973, quand on construit Mégale, on est déjà content que les Russes et les Européens, en pleine guerre froide, ont trouvé encore assez de terrain commun pour construire ce gazoduc, et on n'envisage pas qu'un jour peut-être on aura besoin de se donner plus de souplesse dans les réseaux.
Alors, dans le livre, tu parles de la diversification et du fait qu'en fait, on tire notre souveraineté énergétique en matière gazière par le fait d'avoir plusieurs sources d'approvisionnement différentes. Euh, et ça, c'était une décision qui a été prise à l'échelle, on va dire, d'un État ou d'une entreprise qui était à l'époque publique. Dans un monde en concurrence où on doit toujours battre le voisin, faire moins cher, la logique veut qu'on va aller vers l'approvisionnement le moins cher. Donc on ne va pas nécessairement regarder la question de la diversification. Est-ce qu'on peut assurer la résilience du système énergétique dans le monde qu'on a aujourd'hui? Alors, d'abord, on voit que, comme tu le dis, ça a été très dépendant selon les États. En France, le Code de l'énergie impose aux fournisseurs d'avoir une certaine capacité de résister à l'absence d'une part de leurs approvisionnements et donc d'être capable d'alimenter leurs clients à peu près quoi qu'il arrive du côté des approvisionnements. Dans d'autres pays, les critères étaient plus souples ou plus légers. En Pologne, où ils étaient très dépendants du gaz russe, ils ont eu une politique constante depuis 2006 qui a consisté à créer de toutes pièces une possibilité d'être indépendant du gaz russe. Et je dirais un peu quoi qu'il en coûte. Je rappelle dans le livre qu'en 2006, j'ai vu mes collègues polonais venir nous voir et nous dire est-ce que vous pourriez nous aider à acheter du GNL du Qatar au même prix que le gaz russe? On dit acheter du GNL du Qatar, c'est une très bonne idée pour diversifier votre risque, mais quant à l'acheter au prix du gaz russe, il faut oublier, il n'y a aucune raison pour laquelle les Qataris iraient vous vendre du gaz rendu en Pologne au même prix que les Russes. Et donc, ça les a un peu déçus, mais enfin, comme tout le monde leur a dit la même chose, à la fin, ils ont posé la question, ils se sont dit, est-ce qu'on est prêt à payer le gaz qatari plus cher pour devenir plus indépendant des Russes? Ils ont décidé que oui, ils ont créé un terminal à Sinovice, ils ont signé un contrat avec le Qatar, mais ils ne sont pas limités là, ils sont allés voir les Norvégiens, ils ont dit on veut un tuyau qui va directement de Norvège en Pologne, et ça a été le Baltic Pipe, qui est rentré en service en mai 2022, c'est-à-dire quelques mois après le début de la guerre. Et puis, ils ne sont pas arrêtés là, ils sont aussi allés voir les Lituaniens qui avaient décidé de mettre un terminal GNL flottant chez eux pour connecter la Lituanie à la Pologne, pour être capable d'importer du GNL via la Lituanie. Et donc, quand la guerre est arrivée, les Polonais avaient fait juste ce qu'il fallait pour être capables en quelques mois de se passer du gaz russe. Donc, ça montre que là où l'État veut imposer un critère de sécurité d'approvisionnement, il arrive à obtenir des opérateurs présents sur son territoire qui fassent ce qu'il faut pour que ça marche. Simplement, l'Allemagne, elle, n'a pas pris le risque, n'a pas pris la décision de couvrir le risque de défaillance du gaz russe, parce qu'il y avait une espèce de conviction mercantiliste extrêmement profonde chez les Allemands, qui était que, certes, l'Allemagne était très dépendante du gaz russe, mais la Russie était encore plus dépendante des revenus qu'elle tirait de l'Allemagne, et que personne rationnellement ne prendrait la décision de briser cet équilibre. Le seul problème, c'est qu'à certains moments, il y a des décideurs qui prennent des décisions qui ne sont pas rationnelles, et qu'elles ont beau ne pas être rationnelles, il faut faire face aux conséquences. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, en fait, la sécurité d'approvisionnement, malgré le règlement européen sur le sujet, elle repose essentiellement sur la volonté des États. Et cette volonté, elle se traduit par le fait qu'on accepte que l'industrie et les clients ne payent jamais le gaz le moins cher, n'ont jamais le gaz le moins cher. Ils ont par définition un mix de gaz qui vient de différents endroits avec des prix différents. Et donc, par définition, si vous êtes diversifié, vous n'achetez jamais le gaz au moins cher ni au plus cher. Vous achetez toujours à une moyenne des prix disponibles sur le marché. Alors, c'est pas forcément dans les questions qu'on avait préparées, mais on est en pleine campagne électorale et la moitié des programmes électoraux nous parlent d'énergie moins chère, beaucoup moins chère, vraiment moins chère. Est-ce qu'on peut faire un système résilient? Est-ce qu'on peut faire un système bas carbone aujourd'hui
refaire un peu le coût qui a été fait, entre guillemets, quand on est passé au gaz naturel, avec un développement d'envergure d'infrastructures gazières, des milliers de kilomètres d'infrastructures gazières à travers l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait refaire tout ça? Alors, le grand avantage du gaz par rapport à l'électricité, c'est que dans tous les scénarios de gaz qu'on prévoit, on consommera plutôt moins de gaz qu'on en consomme aujourd'hui, et donc on n'a pas besoin de réinvestir dans les infrastructures. C'est-à-dire qu'on peut, le gaz qu'on utilisera en 2050, on peut le faire passer dans les tuyaux actuels. Alors c'est vrai que s'il faut diviser le réseau actuel entre un réseau de méthane et un réseau d'hydrogène, il y aura un peu de complément à créer pour le réseau d'hydrogène, mais enfin fondamentalement, quand vous voyez que aujourd'hui, les électriciens nous annoncent au niveau de l'Europe qu'ils vont avoir besoin d'investir dans les réseaux européens d'électricité 67 milliards d'euros par an sur les 15 ans qui viennent. Dans le gaz, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. On est en train de parler de quelques milliards d'euros par an pour compléter les réseaux, etc. Donc, sur le côté des infrastructures, le gros avantage du gaz, c'est qu'on n'a pas besoin de les refaire. Maintenant, sur le coût global de l'énergie, la seule façon d'avoir de l'énergie pas chère, c'est de ne pas en consommer. Donc, sobriété, efficacité. Mais pour le reste, l'énergie qu'on consommera, elle sera probablement, globalement, plus chère qu'aujourd'hui. Plus chère qu'aujourd'hui en électricité parce qu'il va falloir investir massivement dans les réseaux. Parce que l'électricité pilotable, elle est chère, le nucléaire neuf sera cher, les centrales à biogaz seront chères, etc. Et côté gaz, le biométhane, c'est pas donné. Maintenant, dans beaucoup de pays, c'est déjà largement comparable au prix du gaz naturel plus le prix du CO2, mais c'est pas donné. Donc, faire croire aux Français, aux Européens que demain va y avoir de l'énergie gratuite ou pas chère ou moins chère qu'aujourd'hui, je pense que c'est une illusion. Mais la question elle est plutôt sur la gouvernance qu'on a aujourd'hui du système, parce qu'on a un certain nombre d'opérateurs qui, eux, vont prendre des décisions économiquement pertinentes pour eux, nécessairement ça conduit à... En général, ça conduit à sous-dimensionner les infrastructures et à aller chercher les offres les moins chères. Et on a aussi un politique qui sera de plus en plus vigilant à ce que les prix restent bas. Est-ce que le système de gouvernance aujourd'hui qu'on a sur le système gazier européen nous permet de prendre un pas de recul justement et de prendre acte du besoin qu'on a sur le système à long terme et donc d'éviter un sous-investissement dans les années à venir pour pouvoir faire une transition telle qu'on l'espère? Alors, oui, je pense que beaucoup de régulateurs, parce qu'à la fin, sur les infrastructures, ce qui déclenche le fait qu'un investissement est fait ou pas, c'est que le régulateur accepte de le prendre dans la base d'actifs régulés de l'opérateur. Et je pense qu'aujourd'hui, les régulateurs sont extrêmement sensibilisés à cette question de coût, qui commencent à regarder avec beaucoup de suspicion et en demandant beaucoup d'efforts les demandes d'investissement des électriciens, parce qu'ils sont en train de réaliser que ça va amener à une hausse des coûts considérables de l'électricité, et que du coup ils regardent les investissements gaziers s'ils permettent notamment de limiter les coûts d'investissement électrique, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avantage des molécules, c'est qu'elles sont stockables. Comme elles sont stockables, on peut les utiliser au moment où il y a le plus de demandes, et donc ça diminue la pointe. Or, la pointe, c'est ce qui dimensionne l'investissement dans les réseaux électriques. Je fais court, mes amis électriciens me pardonneront. Donc, en gros, plus vous investissez dans le fait de maintenir une solution stockable sous forme de gaz, plus vous pouvez économiser sur le réseau électrique. Donc, et aujourd'hui les régulateurs sont très sensibles à cette problématique, donc je pense qu'ils vont aider à ce qu'on prenne des décisions raisonnables pour maintenir un certain équilibre dans
dans le design et dans la complémentarité entre les réseaux électriques et les réseaux gaziers à terme. Mais ça s'applique aussi aux réseaux de chaleur et de froid, parce que le réseau de chaleur et de froid, c'est en zone urbaine dense, c'est une excellente solution du point de vue de l'efficacité énergétique, de l'économie de coûts, etc. Est-ce que les régulateurs vont pouvoir tenir le fort dans un contexte où justement on consomme de moins en moins de gaz et où il faut diviser tous ces coûts fixes par de moins en moins de quantité? Ben, même avec un coût de réseau qui augmente, l'énergie gaz sera moins chère que l'énergie électrique. Donc à la fin, si le choix est là entre l'électricité et le gaz, il y aura une place pour le gaz. Mais il y a des usages où l'électricité est plus efficace. Et dans tous les scénarios que nous voyons, bon, vous savez que dans un pays comme la France, aujourd'hui, l'électricité, c'est 24% de la consommation d'énergie finale. Bon, tous les scénarios passent à 45% minimum, et il y en a qui vont jusqu'à 60 et quelques pourcents d'électrification de la demande finale en 2050. Donc la demande d'électricité, quoi qu'on fasse, va augmenter. La demande de gaz, quoi qu'on fasse, va baisser. Mais elle baissera pas à zéro parce que sinon c'est beaucoup trop cher de tout faire en électrique. Et donc cet équilibre il va se faire. Oui, il y aura plus de coûts de réseau côté gaz, mais il y en aura aussi beaucoup plus côté électricité parce qu'il va falloir investir massivement. Et à la fin, l'équilibre se fera, chacun se focalisant sur les usages les plus performants. C'est pour ça que nous, on ne fait pas partie des gens qui pensent que l'hydrogène va tout faire. L'hydrogène va d'abord satisfaire les besoins qu'on ne sait pas décarboner autrement. Alors justement, pour revenir à l'hydrogène, dans le livre, tu parles du succès des contrats français d'approvisionnement en gaz russe, qui ont tenu malgré plusieurs crises, malgré le changement de siècle, on va dire, qui ont tenu de 73 à 2022. Est-ce qu'on peut imaginer un système d'approvisionnement en hydrogène bas carbone qui, comment imaginer un système d'approvisionnement en hydrogène bas carbone qui tirerait les leçons de ces contrats et de cette relation commerciale? Alors, là aussi, bon, il y a une querelle en Europe entre les gens qui envisagent que tout l'hydrogène bas carbone et renouvelable soit produit en Europe et ceux qui disent qu'il y aura une part d'importation. J'étais hier à Berlin, j'ai entendu le chancelier Scholz nous expliquer que dans leur vision, ils importeraient 50 à 70% de leurs besoins d'hydrogène. Bon. Euh, Il se trouve que l'Europe a un gros avantage si on veut importer de l'hydrogène, c'est que l'Afrique du Nord est à portée de pipeline. Que le transport par hydrogénoduc depuis le Sahara jusqu'à l'Allemagne, nos amis italiens de Snam nous disent qu'ils sauraient le faire pour 0,3 euros par kilo d'hydrogène. Bon, il faut en prendre et en laisser. Disons à 0,5 euros par kilo, ça paraît raisonnable. Donc, ça veut dire que comme dans le Sahara, on peut faire de l'électricité solaire à 10 dollars ou 10 euros du mégawattheure, on peut faire de l'hydrogène vert pas très cher, on peut le transporter à un prix raisonnable. Et le gros avantage de l'Afrique du Nord, donc elle est à portée de pipe et elle est divisée entre 6 pays, de la Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte. Et donc on n'est pas du tout obligé de mettre ses œufs tous dans le même panier, parce qu'ils ont tous du soleil, ils ont tous du désert. Euh, donc là aussi, c'est la diversification qui est la clé. Bon, comme en plus, si l'Algérie est dans un camp, on est sûr que le Maroc sera dans l'autre et vice-versa. Si on parie un peu sur le Maroc et un peu sur l'Algérie, il y en a toujours un des deux avec qui on ne sera pas fâché. Donc voilà. Mais surtout, le principe, c'est d'en mettre un peu dans tous les pays. Et puis, comme ça, on met ses œufs dans des paniers différents. Alors, les Allemands envisagent aussi d'importer de pays beaucoup plus lointains, de Namibie et autres. Là, je suis plus sceptique parce que la solution économique pour transporter de l'hydrogène sur très longue distance reste très discutée. Mais pour ce qui est de besoins pour l'Europe, une combinaison de production en Europe à partir d'éoliens en mer du Nord, de solaire en Espagne, etc., et d'importation notamment d'Afrique du Nord, paraît assez raisonnable comme compromis pour assurer la résilience globale du système.
Et comment on imagine la mise en place d'un système commercial pour rendre tout cela faisable? On a parlé d'un système d'appel d'offres. Dans le livre, tu mets beaucoup en évidence le succès de ces contrats d'approvisionnement en gaz russe. Est-ce que on va plutôt, enfin, est-ce qu'un système complètement marchand, on va dire, avec des appels d'offres, etc., une plateforme d'appel d'offres, euh, va permettre le développement de toutes ces grandes infrastructures, ou est-ce qu'il faut aussi qu'on revienne sur des contrats à long terme, sur des très grosses quantités et sur des engagements éventuellement d'acteurs publics sur ces gros contrats? Alors, c'est pas forcément des acteurs publics. Vous avez vu que le premier appel d'offres pour acheter de l'hydrogène, il a été lancé par Total. Total vient d'annoncer qu'il avait signé un contrat à long terme d'approvisionnement d'hydrogène pour 70 000 tonnes, si ma mémoire est bonne. Donc, ça va se lancer. Mais c'est clair que pour créer les infrastructures, à un moment donné, il faudra trouver assez de clients qui sont prêts à prendre le risque, à s'engager sur un certain nombre de quantités, etc. Mais si, si d'un côté, on a des aciéristes, des fabricants d'engrais, etc., des transporteurs éventuellement, qui n'ont pas d'autre solution que d'avoir de l'hydrogène bas carbone renouvelable. De l'autre côté, vous avez des producteurs capables de produire de l'électricité renouvelable à 10 euros le mégawattheure dans le Sahara. Des gens qui sont prêts à créer les infrastructures entre les deux, on en trouvera. On en trouvera d'autant plus que là aussi, les régulateurs ont leur rôle à jouer. Si les régulateurs disent aux opérateurs de réseaux gaziers qui ne seront pas très regardants sur la valeur à laquelle ils transfèrent leurs vieux gazoducs des consommateurs de gaz naturel vers les consommateurs d'hydrogène, vous créez une forte incitation à créer pas très cher un réseau d'hydrogène. Donc moi je suis convaincu que la solution se trouvera et que les infrastructures ne seront probablement pas le point bloquant. Bah, quand même, pendant plus de 30 ans, il y a un projet Desertec qui consistait à faire de la production électrique en masse exactement au même endroit, construire des infrastructures moins coûteuses pour transporter l'électricité en Europe. Et ce projet, il n'a jamais existé. Pourquoi aujourd'hui on serait dans un contexte différent? Alors, deux réponses à ça. D'abord, je ne l'ai pas dit tout à l'heure et c'est un point important, quand on va développer des projets au Maroc, en Mauritanie ou ailleurs, il ne faut pas les développer que pour l'export. Il faut qu'il y ait une composante pour l'industrie nationale. L'idée qu'on va leur dire on va couvrir votre désert de panneaux photovoltaïques, mais toute l'électricité c'est pour les Européens, ça ne tiendra pas. Donc il faut que dans tout projet qu'on développe dans ces pays-là, il y ait une composante nationale et une composante export. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut être conscient que transporter, et là c'est des études du DOE qui datent déjà de 7 ou 8 ans, transporter du gaz naturel, ça coûte 4 dollars par mégawattheure par 1000 miles. Transporter de l'hydrogène, c'est 5 dollars. Transporter de l'électricité, c'est 40 dollars. Donc, si tu veux la réponse à pourquoi Desertec c'est pas fait, c'est parce que transporter de l'électricité depuis le Sahara jusqu'à l'Allemagne, c'est juste prohibitif. Sans compter que les gens n'aiment pas forcément les lignes électriques haute tension. Les gazoducs, c'est beaucoup plus discret. Mais surtout, il faut sortir de cette idée que transporter l'électricité, c'est facile. C'est cher, c'est compliqué, il vaut beaucoup mieux transporter de l'hydrogène. Alors moi j'ai énormément de questions, mais je vais quand même laisser la place aux autres. Donc pour les gens qui sont avec nous dans la salle ou pour Paul, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Christine. Oui, parce que ce sujet sur l'hydrogène, là, juste parce que c'est la question suivante sur, sur la façon de le commercialiser au niveau privé. Quand ça arriverait ici, ce serait le même contrat de gaz ou ce serait un autre gaz? Enfin, le consommateur, il aurait à choisir entre le gaz normal, l'électricité, l'hydrogène, ou il y a des façons que ça arrive chez le consommateur? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, dans notre vision, on voit l'hydrogène d'abord dédié aux gens qui n'ont pas le choix.
les fabricants d'explosifs, les fabricants d'engrais, les aciéristes, etc. Donc ça va être des contrats faits par des industriels. Et quand un aciériste va décider de passer une partie de sa production d'un haut fourneau à une installation de réduction directe à l'hydrogène, il va signer un contrat de long terme parce qu'il ne peut pas se permettre d'investir dans un DRI et de ne pas avoir un contrat qui lui garantit de rentabiliser son installation pendant 20 ans. Donc, dans la mesure où on va commencer d'abord par les usages incontournables de l'hydrogène et qui sont des usages avant tout des industriels, ça va se faire sur la base de contrats long terme. Alors ensuite, une fois qu'il y a des réseaux d'hydrogène, des stockages d'hydrogène, etc., oui, il y a quelques clients qui auront le choix, peut-être des petits industriels qui auront le choix de passer à l'hydrogène ou de rester au méthane. Très honnêtement, je pense que ça va être assez marginal parce que je ne vois pas tellement de cas où les gens auront le choix. Il y aura un vrai débat sur les transports. Quelle partie des camions, des taxis, des trains, des avions passe à l'hydrogène, quelle partie reste à d'autres carburants. Mais avant qu'on ait remplacé tout l'hydrogène qu'on utilise déjà actuellement, de mémoire, en Europe, c'est 10 millions de tonnes par an de consommation d'hydrogène globalement. 900 000 tonnes en France, 10 millions de tonnes en Europe. Avant qu'on ait 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable ou bas carbone pour remplacer tout l'hydrogène actuel, déjà ça va mettre du temps. Ensuite, le temps qu'on remplace toute la production d'acier au coke par de l'acier à l'hydrogène, ça va encore consommer beaucoup d'hydrogène. Donc avant qu'on se pose la question du client domestique, veut-il une chaudière à hydrogène ou une chaudière à gaz, je pense qu'on a le temps de se poser la question. Une question sur la transition. Donc aujourd'hui, il y a une transition qui fait que ce démarrage est assez lent. Bon, après, tout est relatif. Le cadre réglementaire en Europe fait qu'il y a des échéances 2028 pour le principe d'additionnalité, 2030 pour le RFNBO, qui fait que les projets qui démarrent doivent tout de suite avoir plusieurs challenges à surmonter. Le challenge technologique, et aussi le challenge réglementaire qui rajoute en fait à cette composante de prix, notamment sur l'OPEX, qui vient sur la certification verte à partir de 2030, qui va être très très liée à l'énergie renouvelable. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez une façon de faciliter cette transition? Alors, bon, sur toutes les conditions qui sont posées pour pouvoir qualifier l'hydrogène de renouvelable, etc., je crois que malheureusement, la Commission et le Parlement européen n'ont pas fait un excellent travail. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup trop de conditions sur une énergie, sur une industrie qui est naissante, et que ces conditions risquent de tuer un certain nombre de projets. D'autant plus que d'autres zones du monde semblent être beaucoup plus, même si elles évoquent les mêmes concepts, semblent être beaucoup plus détendues dans leur application. Je peux peut-être vous parler tous les deux de temporalité horaire sur la production renouvelable d'hydrogène. Oui, donc pour les, je sais pas si tu veux expliquer un peu. Donc la réglementation européenne, et vous m'interrompez si je me trompe, va imposer que 1 kg d'hydrogène peut être certifiable vert s'il est produit exactement en même temps ou au pas de temps horaire par de l'énergie renouvelable. Ça rajoute des coûts de stockage, soit d'électricité, soit d'hydrogène, etc. Donc ça rajoute des coûts très importants. Après, si on prend du point de vue des objectifs de décarbonation, ça nous évite aussi d'aller chercher de l'électricité au charbon dans certains pays, peut-être de l'autre côté de la Méditerranée, pour labelliser l'hydrogène vert. Il y a un côté vertueux quand même, sinon on pourrait tout mettre dans l'hydrogène vert.
Oui, enfin, ceci dit, quand on recevra de l'hydrogène de Mauritanie avec un certificat signé d'un organisme mauritanien nous attestant qu'il a été produit aux heures qu'il fallait avec de l'électricité verte, on pourra lui accorder la confiance qu'on veut bien lui accorder. Donc, je pense qu'on a mis trop de contraintes, trop tôt. Et donc, le vrai problème, c'est la date d'application. Et que je pense qu'à un moment donné, la raison va prévaloir et qu'on trouvera un consensus pour décaler les dates d'application de ces obligations qui sont excessives. Voilà. Mais voilà, c'est un sujet compliqué. Et en fait, je pense que les députés, les membres du Parlement européen écologistes notamment, n'ont pas réalisé qu'en fait, ils se tiraient une balle dans le pied en mettant trop de contraintes trop tôt. Donc on verra si le prochain Parlement et la Commission reviennent à meilleure raison sur ce sujet. Paul, tu as des questions de ton côté? Attends, il y a là-bas et puis ensuite. Bonjour. Oui. Aujourd'hui, il y a une priorité plutôt portée sur l'atténuation que sur l'adaptation. J'ai remarqué que votre discours tenait bien compte de la résilience et de la souveraineté. Et on observe que les politiques pourraient s'orienter vers davantage de souveraineté et de résilience que de contraintes sur les émissions carbone. Si on supposait une priorisation très nette sur la résilience, comment cela affecterait les marchés futurs hydrogène et méthane ? Le biométhane, du point de vue de la souveraineté, c'est une très bonne réponse parce qu'en gros, vous créez de l'emploi local, vous satisfaites des agriculteurs qui étaient encore dans la rue avec leurs tracteurs il n'y a pas très longtemps. Et globalement, vous avez une ressource qui est indépendante des pays tiers. Bon. Donc je pense que certaines des productions de gaz renouvelables vont répondre assez bien. Quand on en vient à l'hydrogène, et notamment à l'hydrogène vert, produit à partir d'électricité renouvelable, on voit bien qu'on va avoir du mal à produire tout l'hydrogène qu'on voudrait dans les pays d'Europe occidentale avec des panneaux photovoltaïques et des éoliennes dont nos concitoyens, pour lesquels nos concitoyens n'ont pas un amour immodéré. Donc il faudra bien qu'on en importe une partie. Voilà, vous complétez tout ça avec du gaz produit à partir de pyrogasification de déchets. Là aussi, votre gisement de déchets, il est là encore pour un certain temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, les solutions de gaz renouvelable et bas carbone, globalement, vont plutôt dans le sens d'une meilleure souveraineté et indépendance par rapport à la situation qu'on connaît en gaz naturel. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet quant au fait que, autant sur le sujet des coûts, il y aura une discussion, parce que comme vous n'internalisez pas jusqu'à présent pour beaucoup de secteurs le coût du CO2 dans le coût de l'énergie, les gaz renouvelables apparaissent beaucoup plus chers que le gaz naturel. Mais si vous internalisez le coût du CO2, vous arrivez dans des ordres de grandeur comparables. Donc je ne vois pas de raison sur la primauté donnée à la souveraineté, à la résilience, qui conduirait à abandonner la voie des gaz renouvelables. Oui. Alors, bonjour à tous. Alors une première question concernant sur l'hydrogène vert, la production d'hydrogène vert en Afrique du Nord, sachant que les process du coup de création d'hydrogène nécessitent d'importantes ressources en eau et que c'est des pays qui sont aussi confrontés à des pénuries d'eau et à un manque d'eau. Comment gérer cette problématique de ressources et d'approvisionnement en eau dans des pays qui en manquent, et du coup pourquoi pas plutôt se concentrer sur l'acheminement d'électricité directement depuis les pays d'Afrique du Nord vers l'Europe et de faire l'hydrogène en Europe, là où l'approvisionnement en eau n'est pas un problème. Alors l'approvisionnement en eau est un problème en Europe. 2, le coût du dessalement est epsilonesque dans la production d'hydrogène. Or, aucun des pays que j'ai cités ne manque d'eau de mer.
Donc l'eau est un faux problème. Et c'est même un faux problème, même si vous êtes dans le Sahara. Parce que dans le Sahara, quand vous creusez, vous tombez sur une nappe d'eau douce qui est une nappe fossile. Donc celle-là, il ne faut surtout pas l'exploiter parce qu'elle ne se renouvelle pas. Et si vous creusez plus profond, comme partout dans le monde, vous avez de l'eau salée. Et celle-là, si vous la dessalez, honnêtement, le prix du dessalement, surtout quand vous avez de l'énergie solaire gratuite, le prix du dessalement, c'est peanuts. Donc, l'eau est un faux problème en matière de production d'hydrogène. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez parlé donc de la question de la résilience de nos systèmes énergétiques et donc de choix différents qui avaient été faits par exemple entre les Allemands et les Polonais pour s'assurer une sécurité suffisante. Comment évaluez-vous la situation actuelle au niveau européen pour assurer une résilience suffisante pour le gaz naturel? Il y a eu des discussions sur les contrats long terme. La Commission européenne par exemple qui était un petit peu sceptique de ces contrats long terme et avait peur que ça bloque trop de demandes vis-à-vis de leur objectif de décarbonation. Comment est-ce que vous évaluez la situation actuelle, les choix qui ont été faits et si vous pensez que ça assure une certaine résilience suffisante ou non? Alors la réponse courte, c'est non, la situation n'est pas satisfaisante. Pourquoi? D'abord parce que quand il a fallu remplacer 105 milliards de mètres cubes par an à l'échelle de l'Europe de gaz russe manquant, on n'avait en fait que deux grands producteurs disponibles, c'est les États-Unis et le Qatar. Alors marginalement, vous me direz, il y en a plein d'autres, il y a un petit projet, Mauritanie, Sénégal, il y a le Congo, machin, mais on parle de projets à 3 millions de tonnes de GNL par an, alors que le Qatar est en train de développer deux projets pour un total de 49 millions de tonnes, et que les États-Unis, chacun des projets est de l'ordre de 20 millions de tonnes par an. Donc les deux qui ont de la masse disponible, c'est le Qatar et les États-Unis. Du coup, on a fortement augmenté notre dépendance au Qatar et aux États-Unis. Certains peuvent penser que le Qatar et les États-Unis sont des pays fiables en termes d'exportation. On peut aussi penser le contraire. Donc la situation n'est pas complètement satisfaisante. Moi, je me suis battu pour dire l'Europe devrait reprendre les discussions avec le Turkménistan pour construire enfin un gazoduc transcaspien et importer du gaz du Turkménistan. Ça, c'est une vraie diversification. Vous faites rentrer un nouveau joueur sur le jeu. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut signer pour 25 ans. Bon. Alors, la situation n'est pas satisfaisante non plus parce que beaucoup de nos collègues, et notamment je pense à nos collègues allemands échaudés par la crise, ne veulent plus signer de contrat long terme. En gros, quand je discute avec mes collègues allemands, ils me disent nos actionnaires nous disent c'est les contrats long terme qui vous ont mis dans la situation où vous étiez, qui était une situation de quasi-faillite pour Uniper, par exemple, donc vous n'en signez plus. Mais à ce moment-là, on s'expose entièrement au prix court terme, ce qui veut dire que si demain on est à nouveau en situation de crise, à nouveau en compétition avec l'Asie, encore une fois, l'Europe paiera le prix le plus cher du monde pour son GNL. On aura du GNL, mais en payant le prix le plus élevé au monde. Et ça, c'est un très gros risque pour notre industrie, puisqu'on a vu que ça avait déjà détruit une partie de l'industrie européenne. Donc la situation n'est pas satisfaisante aujourd'hui. Si j'ai commencé à essayer de suggérer à la Commission l'idée qu'une situation satisfaisante, c'est une situation où les approvisionnements européens seraient équilibrés entre des approvisionnements de gaz indexés sur le prix américain, donc Henry Hub, des approvisionnements de gaz indexés traditionnellement sur le Brent, et des approvisionnements de gaz indexés sur le prix court terme européen. Et que si on a un équilibre entre les trois, c'est la même chose que je disais tout à l'heure, si vous avez trois indices de prix, vous savez que vous n'achèterez jamais au moins cher, mais vous achèterez jamais au plus cher. Et vous avez de meilleures chances d'être compétitif et surtout d'avoir un prix relativement stable. Mais ça,
aujourd'hui, aucun acteur de marché ne peut prendre le risque sauf marginalement. Les grands acteurs comme Engie et quelques autres, on a tous dans nos portefeuilles un peu de contrats indexés Brent, un peu de contrats indexés Henry Hub. Mais on ne peut pas le faire massivement parce qu'on ne peut pas risquer d'être en squeeze entre un prix européen et un prix américain, par exemple. Donc, si l'Europe voulait stabiliser ses prix, il faudrait offrir des contrats for difference entre le prix européen et le prix Henry Hub ou entre le prix européen et le prix Brent. Et à ce moment-là, on stabiliserait globalement l'approvisionnement européen, le tout avec des contrats long terme. Inutile de vous dire que quand on évoque ça avec les idéologues de la concurrence néerlandais ou autres, on est reçu avec un intérêt poli, mais pas beaucoup plus d'écoute. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas pleinement satisfaisante. On est trop dépendant des Américains, on est trop dépendant des Qataris. Alors, vous avez longuement évoqué le cas de l'hydrogène vert dans le futur mix de production d'hydrogène. Nous avons également une question concernant la place de l'hydrogène blanc. Voilà, et de sa place dans ce futur mix. Est-ce que c'est quelque chose qui doit venir en complément de l'hydrogène vert ou qui va plutôt se placer en concurrence au vu des investissements requis aussi pour l'hydrogène blanc et au vu également par exemple du contexte français où on a commencé à parler récemment de potentiel de nouvelles mines d'hydrogène voilà, sur le territoire français et européen? Alors, moi je suis un fervent partisan de l'hydrogène blanc. Donc l'hydrogène produit naturellement dans le sous-sol essentiellement par l'oxydation du fer qui casse la molécule d'eau en hydrogène et oxygène. Le problème, c'est que pour l'instant, il y a un seul gisement connu au monde qui est à Bouraké-Bougou au Mali. Partout ailleurs, on sait qu'il y a des tas d'endroits où il remonte de l'hydrogène à la surface, mais il n'est pas piégé dans un gisement. Et donc, aujourd'hui, la faisabilité de la production d'hydrogène en dehors de ce cas particulier au Mali n'a pas été prouvée. Nous, on a de bonnes raisons de penser qu'on va finir par y arriver. Le groupe Engie a demandé 2 permis dans le sud de la France, on fait des travaux au Brésil, etc. Mais avant que ceci représente des montants significatifs, il va se passer 10 ans, 15 ans. C'est une industrie à créer entièrement. Alors on peut réutiliser beaucoup des outils qui ont été développés pour l'industrie traditionnelle du pétrole et du gaz. Mais si vous voulez, s'il faut arriver à trouver une sismique assez précise pour identifier à quelques dizaines de centimètres près, à quelques centaines de mètres de profondeur, quel est l'endroit dans une couche qui est autrement étanche où l'hydrogène a trouvé un passage et remonte vers la surface, pour forer juste à cet endroit-là, parce que là vous aurez de l'hydrogène concentré, vous voyez qu'on atteint des niveaux de précision sur l'analyse sismique qui ne sont pas encore complètement maîtrisés. Mais si on y arrive, on peut rêver de produire quelques millions de tonnes dans le monde d'hydrogène naturel, à l'horizon 2040 peut-être. Quelques millions de tonnes, quand la production mondiale d'hydrogène c'est 100 millions de tonnes, c'est pas ça qui va révolutionner. Donc moi je suis très partisan de l'hydrogène naturel. Je pense que dès qu'on trouvera de l'hydrogène naturel, il trouvera sa place sur le marché parce qu'il sera moins cher que pratiquement tout ce qu'on peut imaginer d'autre. Mais il ne sera pas en concurrent, enfin c'est pas lui qui va prendre tout le marché de l'hydrogène. Ça, je n'y crois pas un instant, en tout cas pour les 15 ans qui viennent. Oui. Encore 2 réactions à ce que vous avez dit. Un, c'est sur les contrats de long terme. Donc, si l'Union européenne, par exemple, elle ne pourrait pas signer un contrat avec le Turkménistan parce qu'elle ne se met pas d'accord, est-ce qu'un acteur national peut encore le faire ou plusieurs acteurs nationaux ou pas? Ou ça doit être une réponse européenne? Si plusieurs acteurs européens veulent se mettre ensemble pour signer un contrat avec le Turkménistan, la direction générale de la concurrence de la Commission va leur expliquer qu'il faut soumettre un dossier de 500 pages, qu'elle va mettre 2 ans à l'examiner et qu'à la fin, elle leur dira que c'est contre les règles européennes de la concurrence.
si on faisait le même contrat avec l'hydrogène nord-africain, ce serait aussi, j'imagine, un contrat de long terme et ça devrait aussi être une réponse européenne. Sauf que là, vous n'avez pas le même problème parce que, d'une part, il y a moins d'investissements à faire. En face, vous pourrez avoir plusieurs producteurs et que vous pouvez avoir un opérateur d'infrastructure régulé entre les deux. Vous pouvez imaginer des transport système opérateurs européens qui proposent ça en open season, etc. Mais vous n'allez pas proposer au Turkménistan de faire une open season sur qui veut de la capacité dans le Transcaspien. Je veux dire, politiquement, on n'est pas du tout dans le même contexte. Mais les acteurs régulés pourraient porter aussi la part du gazoduc qui ne serait pas en Europe et qui rentrerait dans la base d'actifs régulés de ces acteurs. Pas forcément dans leur base d'actifs régulés, mais ils peuvent alors pour le coup, pour créer un gazoduc, ils peuvent créer un consortium où il y en a un qui peut prendre le risque. Et puis, dans tous nos acteurs régulés, ils ont un certain nombre d'actifs non régulés. Quand vous faites un terminal GNL, vous êtes régulé pour l'activité de regazéification, vous n'êtes pas régulé ni pour le transbordement, ni pour le remplissage de citernes de GNL. Donc, chez les acteurs régulés, il y a une capacité à investir dans des activités non régulées qui est suffisante pour faire ce genre de projet. Mais vous voyez, sur l'Afrique du Nord, vous pouvez imaginer, vous lancez une open season en disant, moi je suis prêt à faire un gazoduc entre, disons, le point frontière entre l'Algérie et la Tunisie et l'Italie, qui est intéressé. Et puis une fois que vous avez suffisamment de gens qui ont exprimé un intérêt, vous construisez votre gazoduc et puis les gens souscrivent la capacité qu'ils souhaitent. Et ils n'ont pas besoin d'acheter en consortium. Oui. Bonsoir. Nous avons beaucoup parlé d'hydrogène. Je voudrais revenir sur le biométhane. Comment voyez-vous la sécurité d'approvisionnement du biométhane sur le long terme? Et comment voyez-vous la régulation entre la compétition des usages, notamment en termes de surface agricole? Alors, le biométhane, comme toute ressource qui est liée au climat, aura une certaine variabilité, exactement comme l'hydraulique aujourd'hui. C'est-à-dire il y aura des bonnes années, et puis il y aura des années de sécheresse où on produira moins de biométhane. Bon, ça n'a pas empêché le développement de l'hydraulique. Il y a des années de sécheresse où l'hydraulique produit peu, il y a des années pluvieuses où l'hydraulique produit beaucoup. Mais il y aura une certaine variabilité du biométhane. Sur la compétition des usages, honnêtement, c'est un problème réel dans les pays qui avaient choisi de développer un modèle de biométhane basé sur des cultures dédiées, donc typiquement l'Allemagne avec beaucoup de maïs, etc. Ça n'est pas un problème dans les pays qui ont choisi de développer leur modèle sur la base de déchets agricoles et alimentaire. Aujourd'hui, en France, vous n'avez pas le droit de mettre plus de 15% de culture dédiée dans votre méthaniseur. Et en pratique, quand j'en discute avec mes collègues, ils me disent quand on en met 5%, 6%, c'est le bout du monde. De temps en temps, on est effectivement obligé de mettre un peu de maïs parce que les bactéries aiment bien le sucre et que si on leur a mis des aliments trop pauvres, on complète avec un peu de maïs. Mais au prix du maïs, on en met le moins possible. Donc, je ne vois pas de conflit d'usage avec l'alimentation, contrairement à ce que un certain nombre de gens pensent. Quand on parle des cultures intermédiaires à vocation énergétique, c'est des cultures de couverture entre dans une rotation d'assolement, et elles ont plutôt pour effet d'éviter le lessivage des sols que de les appauvrir. Parce que les gens me disent toujours, ah oui, mais si vous faites des cultures intermédiaires entre deux cultures principales, vous appauvrissez le sol. Non. D'abord parce que quand vous coupez cette culture, vous n'arrachez pas les racines qui, elles, vont enrichir le sol. Et parce que pendant tout le temps où cette culture a été là, notamment en hiver, elle a évité le lessivage des sols. Et donc, contrairement à ce que les gens pensent, la culture intermédiaire améliore le rendement agronomique des cultures qui passent avant et après. Donc on est dans un modèle en France et dans beaucoup de pays qui est assez vertueux, en ce sens qu'il n'est pas en conflit avec les autres usages. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais il y a beaucoup de modèles basés sur notamment la bouse de vache, pour être tout à fait clair. Or, on va manger de moins en moins de viande, etc. Oui, il y aura un certain impact. Mais d'une part, la consommation de viande en Europe ne baisse pas si vite. Et puis, pour l'instant, il y a encore beaucoup de bouse de vache
qui sont laissés comme ça et donc qui font émettre du méthane, lequel a un effet de serre direct, alors que si on le mettait dans un méthaniseur, on éviterait cet effet de serre. Donc, avant qu'on atteigne les limites du potentiel du biométhane en termes de production, il y a encore de la marge. Nous, toutes les études qu'on a vues, celles de European Biogas Association et autres, estiment que le potentiel de biométhane à 2050, il est de l'ordre de 150 milliards de mètres cubes de gaz, c'est-à-dire exactement ce qu'on importait de Russie avant la guerre. Donc c'est tout à fait significatif à l'échelle de l'Europe. Et ça le sera d'autant plus qu'on prévoit une diminution globale de la consommation de méthane. Bonsoir. Vous disiez que dans le sud de l'Afrique, des projets liés à l'hydrogène vert ne seraient pas forcément pertinents parce qu'il faut les transporter jusqu'en Europe. Mais est-ce que localement, pour les pays, pour une utilisation locale, vous pensez que l'hydrogène vert peut être un élément essentiel afin de leur développement et leur décarbonation? C'est clair que par exemple en Mauritanie, vous savez qu'au nord de Mauritanie, il y a des mines de fer. J'ai oublié l'endroit. C'est clair que la Mauritanie a l'intention de développer une production d'hydrogène vert et de procéder à la réduction du minerai de fer sur place et d'exporter du fer au lieu d'exporter du minerai. Ça, c'est tout à fait clair. Donc il y a des tas de pays qui vont développer une production d'hydrogène pour développer leur propre industrie. Et comme je le disais tout à l'heure, moi je vois ça plutôt comme une opportunité parce que ça permet d'aller dire aux Mauritaniens, faisons un très grand projet de solaire et d'hydrogène vert dans le nord de la Mauritanie. Une partie vous servira, vous, à exporter du fer plutôt que d'exporter du minerai de fer, et l'autre partie, on l'exportera sous forme d'hydrogène. Bonjour à tous. Merci Lamis pour l'organisation de cette soirée. J'ai deux petites questions pour Didier. La première, c'est sur le plan Repower EU, qui a permis de réduire drastiquement la dépendance dès les premières et deuxième années de gaz russe vis-à-vis des pays européens. Mais force est de constater que beaucoup trop de pays européens continuent à dépendre de ce gaz russe et j'ai l'impression que 2027-2030 qu'on s'est donné, c'est un peu trop ambitieux. D'après vous, quelles sont les recettes, sachant aussi que la France fait toujours partie des pays qui continuent à importer le gaz, le GNL russe notamment. Quelles sont les recettes pour aller un peu plus vite vis-à-vis de ces ambitions? Comment essayer de réduire, annuler cette dépendance gaz russe? Et ma deuxième question, c'est plus une question d'actualité. Nous avons des dirigeants politiques qui sont quasiment au pouvoir du pouvoir, qui expliquent qu'ils veulent arrêter les énergies renouvelables. Bon, ça, c'est futuriste, c'est incompréhensible, mais ma question, c'est de savoir quelles sont les conséquences de telles décisions politiques, parce qu'une fois qu'ils seront au pouvoir, peut-être là où il y a une volonté, ils trouveront un chemin pour ça. Merci. Bon, je ne répondrai pas à la deuxième question parce que la position d'Engie, c'est qu'on ne s'exprime pas sur ce sujet-là pendant la campagne. Personnellement, ça me paraît complètement irréaliste de penser que d'expliquer aux Français qu'on ne va plus faire d'éoliennes et que tout va aller bien. Je ne sais pas comment ça tient. Mais, par contre, sur la première, sur Repower EU. Je rappelle quand même qu'il n'y a eu aucune sanction européenne sur le gaz russe à ce jour. Et s'il n'y a eu aucune sanction sur le gaz russe, contrairement au pétrole, c'est parce que l'Europe était parfaitement consciente que prendre nous la décision de nous priver du gaz russe, on a vu les conséquences que ça a eu. Ça a tué une partie de l'industrie européenne. Vous voyez, quand BASF a fermé son usine d'ammoniac de Ludwigshafen, quand Yara ferme son usine d'ammoniac de Montoire de Bretagne, c'est directement lié au fait qu'avec 100 milliards de mètres cubes de moins, les prix sont montés à des niveaux tels que certaines industries en Europe ne sont simplement plus viables. Bien. Donc, moi, quand j'entends un ancien président de la République qui dit qu'il faut se priver du GNL russe, quoi qu'il en coûte, je dis, mais est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit? Voilà. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui,
Donc, avant-guerre, on importait 153 milliards de mètres cubes de gaz russe en Europe. Aujourd'hui, on en importe 46. En gros, la moitié en GNL, la moitié en gaz. Au prix actuel, Gazprom a fait 6 milliards de pertes en 2023. Ce qui veut dire que quand les gens me disent le gaz russe qu'on fait alimente la guerre de Poutine, je leur dis, Poutine est actionnaire d'une boîte qui fait 6 milliards de pertes. Donc je veux bien que vous m'expliquiez que c'est avec ça qu'il va payer la guerre, mais la preuve est qu'ils n'arrivent même pas à couvrir leurs coûts. Bon. Quant au GNL, je rappelle aux gens que Gazprom ne détient que 9% de Yamal, que l'argent qui va à Yamal LNG, il sert essentiellement à payer les banquiers qui ont financé l'investissement, et que comme créer une usine GNL c'était cher, Yamal est pratiquement exempté de taxes par le gouvernement russe. Donc en réalité, le GNL de Yamal LNG ne rapporte à peu près rien à l'État russe. Alors il rapporte à Novatek, qui est détenu par Michelson, qui est lui-même proche de Poutine, certes, mais enfin, ça ne crée pas un flux direct de milliards d'euros qui vont financer les armements russes. Je rappelle aussi que quand on dit mais il faut arrêter les contrats en cours, je vous rappelle que le transporteur de gaz ukrainien continue à faire transporter le gaz russe de la frontière ukrainienne à la frontière slovaque et envoie chaque mois une facture à Gazprom qui la quitte. Donc, si vous voulez, il y a un moment où on me dit qu'il faut être plus anti-russe que les Ukrainiens, et je dis, est-ce bien raisonnable ? Voilà. Et alors, quand en plus on nous dit, mais on ne va pas interdire l'importation de GNL russe, on va interdire le transbordement, ça veut dire, et surtout quand le transbordement est destiné à des pays non européens, ça veut dire en gros qu'on dit au Pakistan, au Chili et à quelques autres, le GNL russe c'est bon pour l'Europe, mais c'est pas bon pour vous parce que vraiment les Russes sont des méchants. Il faut quand même se rappeler qu'au cœur de la crise en 2022, comme l'Europe payait le GNL beaucoup plus cher que les autres, il y a des gens qui détenaient du GNL qui ont fait leurs calculs et qui ont dit c'est moins cher de ne pas livrer au Pakistan et de payer des pénalités au Pakistan et de vendre en Europe. Je gagne plus d'argent en vendant en Europe et en payant mes pénalités au Pakistan qu'en livrant au Pakistan. Or, à l'été 2022, il y a eu des vagues de chaleur au Pakistan à plus de 40 degrés avec des blackouts. Et il y a des gens qui sont morts au Pakistan parce qu'il n'y avait pas d'électricité pour faire tourner les climatisations. Alors quand aujourd'hui on va dire aux mêmes Pakistanais, vous allez rire, mais le GNL russe, c'est très bien pour l'Europe, mais par contre, il n'est pas question de le transborder pour qu'il aille chez vous. Ensuite, on peut s'étonner de ce que les pays du Sud ne prennent pas spontanément le côté de l'Ukraine dans la querelle, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais je dis, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Parce qu'il faut se rappeler qu'effectivement, on a évité la pénurie physique de gaz en Europe, mais d'abord on l'a payé un prix considérable, et que cette pénurie physique, on a fait que la transférer au Chili, au Pakistan et dans un certain nombre d'autres endroits. Et donc les conséquences géopolitiques, elles sont aussi les conséquences de notre comportement sur les autres pays. J'avais une question plus historique que prospective. Alors, je voudrais savoir quel est le regard que vous portez sur le développement du shale gas aux États-Unis et son impact sur l'industrialisation. Et donc, le second volet, est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose en Europe ? Alors, le développement du shale gas aux États-Unis a été considérable. Moi, quand j'ai été nommé patron du GNL chez Engie en 2004-2007, on a travaillé sur la création d'un terminal d'importation de GNL au Québec. On a travaillé sur l'investissement dans des terminaux d'importation de GNL sur la côte du golfe du Mexique américaine. Et en 2008, c'est Chénière qui a mené le mouvement.
Ils ont dit, finalement, le terminal d'importation qu'on a créé, on va le transformer en usine de liquéfaction pour exporter. Donc, l'impact de la découverte des gaz de schiste et de leur exploitation a eu un impact considérable sur l'Amérique du Nord, qu'on voyait tous devenir importatrice, et qui, brusquement, s'est retrouvée à nouveau exportatrice. Du coup, les prix du gaz que tout le monde voyait monter vers 8 dollars le million de BTU à Henry Hub, se sont trouvés durablement plutôt dans la zone des 2-3 dollars Henry Hub. Bon, il faut avoir en tête qu'actuellement, le gaz aux États-Unis vaut 2 dollars le million de BTU, c'est-à-dire l'équivalent de 6 euros, quand le gaz en Europe vaut 30 euros. Donc les industriels américains payent leur gaz 5 fois moins cher que les Européens. Donc l'impact du gaz de schiste, il a été absolument considérable. Il est considérable pour l'industrie américaine, mais il a aussi été considérable pour faire baisser les émissions de CO2 aux États-Unis. Parce que à ce prix-là, à 2 dollars le million de BTU, le gaz est plus compétitif pour faire tourner les centrales que le charbon. Et donc il y a eu un mouvement massif de substitution du charbon par le gaz dans la production d'électricité aux États-Unis qui a fait baisser les émissions de CO2 aux États-Unis. Voilà. Donc ça a été un impact considérable. Alors est-ce qu'on a manqué quelque chose en Europe? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce qu'il y a un cas intéressant qui est la Pologne. La Pologne a pensé, et beaucoup d'opérateurs en Pologne ont pensé qu'il y avait en Pologne des gaz des schistes gaziers qui devaient présenter les mêmes caractéristiques aux États-Unis. Les Polonais ont essayé, plusieurs opérateurs ont essayé en Pologne, ils n'ont jamais réussi à produire du gaz de schiste à un coût raisonnable. Et donc ils ont abandonné. Ce qui veut dire que tant que vous n'avez pas essayé, et essayé sérieusement, c'est-à-dire foré un certain nombre de puits, essayé, fait venir différents experts, essayé différents types de fracking, etc., vous ne savez pas. Et comme en France et dans d'autres pays, on s'est interdit de regarder, du coup, on ne sait pas. Donc la réponse n'est pas simple. Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Peut-être, mais c'est pas sûr. Il n'y a que 2 pays actuellement qui arrivent à produire des gaz de schiste en dehors des États-Unis de manière significative. C'est l'Argentine avec le champ de Vaca Muerta et c'est la Chine. En dehors de ça, je ne connais pratiquement pas d'exemple de gens qui aient réussi à reproduire le modèle américain, alors que des schistes gaziers, normalement, il en existe dans plein d'endroits. Mais il faut qu'il ait certaines caractéristiques apparemment pour que ça marche bien. Paul, il y a encore des questions de ton côté? Alors, on avait une question concernant les réseaux de chaleur qui ont été brièvement abordés lors de la discussion à propos des besoins en investissement pour le futur réseau national. Voilà, est présenté comme une option qui pouvait potentiellement être intéressante. La question est quel est l'impact du développement de ce type de solution et plus largement du développement de microgrids et de solutions hors réseau sur ce futur réseau voilà, à construire et dans lequel il faut investir. Et est-ce que le pilotage du développement de ce type voilà, de solutions hors réseau peut également être un outil afin d'optimiser la demande future et ce futur réseau et les enjeux auxquels il va devoir répondre? Alors, je réponds sur les réseaux de chaleur parce que les mini-réseaux hors grid, c'est quand même un peu particulier. Mais sur les réseaux de chaleur, d'abord, les réseaux de chaleur permettent d'exploiter des sources de chaleur qui sinon ne sont pas exploitées. De la chaleur fatale, de la géothermie, la chaleur ou le froid des rivières, etc. Or, dès que vous voulez faire fonctionner une machine de Carnot, il vous faut une source chaude, une source froide. C'est beaucoup plus compliqué à faire au niveau individuel que quand vous avez une installation à taille industrielle, etc. Donc les réseaux de chaleur sont, pourvu qu'on essaye de se poser la question de quelle énergie est disponible localement et peut être mobilisée massivement, sont normalement intrinsèquement efficaces en énergie et apportent une bonne solution.
Alors, un certain nombre d'entre eux ont besoin d'un complément sous forme de biomasse et de gaz pour pouvoir être actionnés quand il fait vraiment très froid, etc. Donc, le réseau de chaleur n'est pas antinomique avec le développement d'un réseau de gaz. On peut penser, par exemple, pour la production en hiver, d'avoir des grosses piles à combustible sur réseau de chaleur, puisqu'une pile à combustible, ça produit à la fois de l'électricité et de la chaleur, et donc d'utiliser la chaleur dans le réseau de chaleur et de l'électricité en pointe en hiver quand on en a besoin. Donc réseau de chaleur et hydrogène, ça peut présenter des synergies intéressantes avec, soit avec une turbine à hydrogène, soit avec une pile à combustible à hydrogène. Même chose avec le gaz naturel, vous pouvez avoir une petite installation de cogénération et en hiver, quand en général vous avez besoin à la fois de chaleur et d'électricité, vous produisez les deux en même temps. Les réseaux de chaleur, ça permet aussi d'actionner des ressources comme la biomasse, etc. Donc, les réseaux de chaleur, il faut les développer. Le problème, c'est que, par définition, un réseau de chaleur, c'est en ville et que nous savons que nos concitoyens ne sont pas toujours ravis quand on fait des trous en ville. Donc, ça prend du temps, donc c'est lent, mais partout où on peut faire des réseaux de chaleur et exploiter de la géothermie, il faut le faire. C'est une solution énergétiquement évidente. Et idem pour les réseaux de froid, soit dit en passant. Parce que là aussi, on est plus efficace à produire du froid massivement et à le distribuer qu'à produire du froid individuellement avec des climatiseurs surtout mal entretenus. Merci Didier. En 2024, la société Meyer Burger a fermé son usine de panneaux solaires en Allemagne pour aller en ouvrir une aux États-Unis. On voit un mouvement qui fait que l'industrie a tendance à se déplacer vers les endroits où les coûts de l'énergie sont les plus faibles. Et évidemment, on peut faire le lien avec les politiques de développement des bas carbone des différents endroits. Comment est-ce que tu vois l'avenir de l'industrie en Europe dans ces conditions-là ? Je suis inquiet et c'est pour ça que je dis qu'il faut probablement réfléchir à des solutions iconoclastes qui vont jusqu'à, je l'ai dit, des contrats de forte différence sur des prix Henry Hub et autres pour globalement essayer d'avoir un prix moyen qui se rapproche de celui de nos principaux compétiteurs. C'est vrai qu'une situation où on paye durablement notre gaz 5 fois le prix que payent les industriels américains nous met par définition en une position de faiblesse. Bon, mais ce n'est pas la seule source de différentiel concurrentiel. La Chine a des pratiques qui nous mettent évidemment, qui mettent notre industrie en position de faiblesse, etc. Donc, être capable d'offrir une énergie compétitive à nos industriels est un élément essentiel si on veut garder une base industrielle en Europe. Sinon, les industries énergie intensives vont toutes partir ailleurs. Alors, je me permets de rebondir du coup sur la réponse concernant le réseau de chaleur et d'ajouter une question personnelle. C'est concernant cette question des trous en ville et des impacts sociaux. Alors, comme vous l'avez dit, le réseau de chaleur, il a forcément beaucoup d'impact dans des zones denses en termes d'habitation. Alors, comment, justement, en tant qu'entreprise et en tant également que partie publique, faire pour gérer cet aspect-là et faire en sorte de développer de manière effective ces solutions là où elles sont pertinentes? Et est-ce que ces aspects, cette réticence sociale est quelque chose qui peut être géré ou qui risque au final de tuer un peu dans l'œuf ce type de solution dans de nombreux endroits? Non, c'est compliqué, mais en général, on arrive à le gérer. La technique bien connue étant de faire les trous en début de mandat de la municipalité pour que les inconvénients soient en début de mandat et les avantages en fin de mandat, parce que là, à ce moment-là, les gens ont un réseau de chaleur qui marche et qui leur fournit de la chaleur pas trop chère, et donc ils sont contents de leur mère. Bon, simplement, ça prend du temps, mais on arrive à faire des projets. Il y a un grand projet actuellement en développement à Rueil. Il y a en région parisienne, il y en a beaucoup. Il y en a à Vélizy, il y en a, etc. Donc, on arrive à le faire. Simplement, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que toucher à la zone urbaine, c'est toujours compliqué. Alors, il y a eu des progrès récents faits en France qui est que maintenant les maires peuvent décréter de facto une obligation de raccordement dans certaines zones.
Donc ça facilite le développement des réseaux urbains parce que quand il fallait convaincre les clients un à un, vous arriviez à des réseaux qui étaient complètement sous-utilisés, où le ratio entre la distance, la longueur du réseau et le nombre de clients était trop faible. Maintenant que vous pouvez pratiquement imposer le raccordement, ça favorise le développement des réseaux de chaleur. Mais ça reste quelque chose qui prend du temps à cause des permis, à cause de la longueur des travaux. C'est pas forcément des travaux très simples en ville de faire ça. Si on n'a plus de questions, on a un pot. Donc on peut remercier les personnes qui nous ont suivis en ligne. On trouvera les vidéos sur le site de Paris Infrastructure Advisory prochainement. On va les sous-titrer et les mettre en ligne pour toutes les personnes qui nous ont demandé d'y avoir accès en anglais. Et donc merci beaucoup d'avoir été présents. Merci à tous.